Eh bien, bonsoir à toutes et tous et bienvenue à cette quatrième conférence des cycles Penser et Agir. Alors, je remercie tout d'abord Clarisse Ménager d'avoir organisé cette conférence autour du thème de l'habitat. Alors, habiter, avoir un toit, un chez-soi, est un besoin fondamental, élémentaire, pour que nous puissions toutes et tous vivre décemment, tout simplement. Et les personnes en situation de handicap ont été trop longtemps et sont encore trop souvent tenues à une certaine distance des activités collectives, coupées, comme le rappelait Charles Gardou il y a 2 mois ici même, coupées du continent des autres, insularisées, visiteurs et visiteuses épisodiques de l'espace commun. Alors bien entendu, certaines des personnes qui nous sont confiées et que nous accompagnons ont besoin d'un environnement institutionnel sécurisé, protégé, et ce modèle reste bien sûr nécessaire, même s'il doit évoluer et nécessite d'être revisité. Mais notre société tout entière doit aujourd'hui se mobiliser pour que les personnes en situation de vulnérabilité et de handicap puissent non seulement vivre, mais qu'elles puissent surtout exister. Exister dans le regard de l'autre, exister en entrant en relation avec les autres et exister par la reconnaissance de leurs désirs et de leurs choix de vie, au premier rang desquels dans quel cadre et avec qui elles souhaitent habiter. Car vivre sans exister est bien sûr la plus cruelle des exclusions. L'habitat doit donc être pensé, imaginé et construit à travers cet enjeu de société. La Fondation Anne de Gaulle gère depuis 5 ans un domicile groupé accompagné dans le Morbihan, à Sainte-Anne-de-Ré, qui accueille entre 12 et 14 résidents. Et elle porte aujourd'hui le projet dénommé Félis à Versailles, de transformation d'un foyer d'accueil médicalisé qui accompagne aujourd'hui 27 personnes vers un habitat partagé qui accueillera à partir de 2025 12 personnes handicapées vieillissantes et 4 habitants appelés bienveilleurs. Alors pour animer cette soirée ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Denis Piveteau et Aurélien Lermite, que je remercie chaleureusement pour leur disponibilité. Alors dois-je présenter Denis Piveteau, conseiller d'État, ancien directeur de la CNSA, père fondateur de la Réponse accompagnée pour tous, président de la Fondation Simon de Sirène, et qui nous fait et nous témoigne de son amitié et de sa confiance en étant depuis maintenant 2 ans membre du conseil d'administration de la Fondation Anne de Gaulle. Alors Denis, tu as été le co-auteur avec Jal Wolfrom d'un rapport sur l'habitat inclusif remis au gouvernement en juin 2020. Et vous aviez intitulé ce rapport « Demain », et chaque mot est important, « Demain, je pourrais choisir d'habiter avec vous ». Alors Denis, tu nous parleras de ce concept, ce modèle d'habitat accompagné, partagé, inséré dans la vie sociale que tu as promu dans ce rapport. Mais nous sommes également très heureux d'accueillir Aurélien Lermite. Alors, Aurélien Lermite, fort d'une longue expérience dans la direction des ressources humaines et après un passage à la direction de la Fondation des Apprentis du Teuil, vous créez à Dinard un premier projet d'habitat inclusif. Alors, ce projet, je le connais de près et de loin, puisque passant mes vacances à Dinard, ça fait maintenant quelques années que je vois déambuler les personnes, les jeunes adultes porteurs de trisomie 21 que vous accompagnez dans cette maison, d'autant plus que mon oncle Charles de Pénenster, qui est d'ailleurs avec nous ce soir, fait partie des bénévoles qui ont accompagné la mise en place de cet habitat partagé à Dinard. Donc vous créez ce premier habitat, ce premier projet, et ensuite avec l'aide d'Emmanuel de Carayon, vous allez créer en août 2020 l'association Fratrie,
qui vise à permettre à des jeunes en situation de déficience intellectuelle de s'insérer pleinement en milieu ordinaire, notamment à travers des colocations situées au cœur des villes et qu'ils partagent avec des jeunes adultes sans handicap. Voilà, donc sans plus attendre, je vais donner la parole à Clarisse Ménager, Clarisse qui va animer cette soirée. Et je remercie encore chaleureusement Denis et Aurélien pour leur présence à nos côtés ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle conférence du cycle Penser et agir. Nous sommes très heureux de vous y retrouver pour une conférence ce soir sur l'habitat dans tous ses états, un habitat recomposé à partir des demandes, des aspirations des personnes, puisque, comme le proverbe le dit, ce ne sont pas les pierres qui bâtissent les maisons, mais ce sont leurs hôtes. Et donc, si ce sont les hôtes qui bâtissent les maisons, écoutons leurs aspirations, leurs projets de vie, voir se recomposer l'habitat et regarder tous les états d'âme qui peuvent composer de nouvelles maisons. Merci également à la suite du président, je remercie Denis Piveteau, Aurélien Lermite et puis également Corinne Gibaud qui est la coordinatrice du domicile groupé accompagné de Sainte-Anne-d'Auray, qui se fera le porte-parole des locataires de la résidence Anne de Gaulle qui ont des choses aussi à nous dire sur leur façon d'habiter la résidence à Sainte-Anne-d'Auray. Denis Piveteau, vous avez écrit avec Jacques Wolfrom en juin 2020 un rapport que vous avez remis au Premier ministre qui s'intitule « Demain, je pourrai choisir d'habiter avec vous ». Vous aviez à dessein choisi dans l'intitulé de votre rapport de ne pas parler de catégorie d'habitat. Vous aviez choisi de nommer davantage le projet que sert ce type d'habitat. Et vous aviez, de manière tout à fait volontaire et claire, exprimé ce rapport à la première personne du singulier pour laisser la parole à ceux qui vivent et qui vivront cet habitat. Demain, je pourrai choisir d'habiter avec vous. Et donc, vous faisiez le lien entre les dimensions singulières et collectives de l'habitat. Si nous savons que c'est souvent un piège d'essayer de normer l'habitat partagé à insérer, le fameux habitat happy dont vous allez nous parler, je vous propose que nous essayions quand même d'approcher au cours de cette conférence les principales caractéristiques qui sont appelées par les personnes dans ce type d'habitat. En vous en remerciant. Merci beaucoup, chère Clarisse. Merci du coup au président, à Jean Vendroux, des mots aimables qu'il a eus. Et je suis très content de retrouver dans le duo, ou le trio peut-être aussi avec Corinne Gibaud, mais Aurélien Lermite, voilà, parce que tout part de projets inspirants. Hein. En réalité, ce qui est assez formidable dans la démarche de l'habitat partagé, happy, inclusif, qu'il s'agisse de personnes handicapées, en situation de handicap, comme celle dont on va parler ce soir, parce que c'est l'objet même de la Fondation, mais de personnes âgées, vulnérables, avec d'autres vulnérabilités. D'ailleurs, on peut même, je pense que c'est très important de comprendre que dans l'habitat inclusif, ce qui est important, c'est le mot habitat, et donc on a tous vocation à habiter, comme le disait Charles Gardou, effectivement, ce continent des autres, c'est nous tous. Donc c'est une manière de réinsérer, de réencastrer, au fond, toutes les politiques sociales spécifiques dans une démarche qui se veut de société. Puisque vous êtes partis l'un et l'autre du titre du rapport que nous avons remis il y a maintenant déjà, oui, bientôt 4 ans, hein, les choses avancent lentement. On se dit que voilà, on aurait aimé que les choses aillent plus vite depuis 4 ans. Enfin, il s'est quand même fait beaucoup de choses aussi. On pourra en parler. Vous êtes partis l'un et l'autre du titre du rapport, mais peut-être d'une manière un peu moins habituelle que ce qui peut m'arriver de faire dans d'autres situations de conférences ou d'exposés. Je vais repartir du coup de ces termes. Alors, il y a je et vous, hein, ça vous l'avez, Clarisse, vous l'avez bien dit, il y a un je et un vous, il y a une vie collective, j'en parlerai tout à l'heure, mais volontairement,
pour déstabiliser peut-être le lecteur, on ne dit pas qui est je et qui est vous. Hein. Le je, c'est pas forcément la personne vulnérable. Ça s'adresse aussi je, moi, vous, nous qui n'avons pas forcément, au moment en tout cas où on s'exprime de vulnérabilité particulière, on pourrait choisir d'aller habiter avec des personnes qui aujourd'hui, la plupart du temps, sont en foyer ou en EHPAD ou en maison d'accueil spécialisée. Et ça, c'est très important parce que ça pointe du doigt un des critères. On se demande toujours c'est quoi l'habitat inclusif. Là, vous avez bien eu raison de dire, on ne va pas en faire une boîte, une catégorie. Ce serait préjugé au fond de ce que sera le projet de ceux qui veulent y habiter. En revanche, il y a un point qui est important, c'est que parmi les critères, ce n'est pas le faisceau d'indices qui permet de dire qu'on est face à un habitat inclusif et pas face à autre chose. On peut se poser la question de savoir si on s'y verrait, voilà. Est-ce qu'on s'y verrait, voilà. Est-ce qu'on pourrait imaginer y habiter, ou est-ce que non, ça ressemble tellement à un hôpital que on y sera peut-être obligé un jour, mais on ne s'imagine pas pouvoir y vivre. Bon. Il faut pouvoir imaginer de pouvoir y vivre, voilà. Même lorsque ça n'est pas son propre projet, on n'est pas obligé d'y aller, on n'est pas obligé de vouloir vivre un collectif, mais il n'y a rien d'aberrant à imaginer que dans ce studio, avec les pièces partagées, on pourrait y habiter comme dans une coloc. On est quelques-uns à avoir connu ça quand on était plus jeune. Ensuite, il y a le mot choisir. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que ça reste une proposition, ça reste un choix. Certains ont pensé que derrière la promotion de l'habitat inclusif, il y avait l'idée de prendre à partie les institutions, le thème de la désinstitutionnalisation, que c'était une sorte de cheval de Troie contre les établissements médico-sociaux. On aura l'occasion d'y revenir peut-être tout à l'heure. L'établissement médico-social a sa place. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas à évoluer lui aussi, mais le président le rappelait tout à l'heure, Jean Vendroux le rappelait tout à l'heure, on a, en tant que fondation Anne de Gaulle, la fondation est gestionnaire d'un certain nombre d'établissements. On peut imaginer d'en transformer quelques-uns ou de transformer certains espaces de certains établissements, mais il n'est pas envisagé de les fermer. Et je ne crois pas que porter des projets d'habitat inclusif ou porter cette idée ne signifie pas partir en guerre contre les institutions. Ça reste un choix et tout le monde ne fait pas forcément ce choix. Et puis, il y a habiter. Et alors là, je crois que l'enjeu de l'habitat, c'est effectivement un droit fondamental, comme le disait très justement Jean. Enfin, le droit, c'est le logement. Hein, c'est d'être logé, c'est d'avoir un toit. Alors, dans l'habitat, il y a effectivement avoir un chez-soi. Avoir un chez-soi dans ce que ça signifie de sécurité et de liberté. On est en sécurité dans un chez-soi et on est libre parce qu'on est chez soi, on est libre avec ses habitudes, avec ses relations, avec son horaire, ce qu'on a envie de manger, d'entrer, sortir, voilà. Donc il y a le logement, du chez-soi, ça c'est déjà la première dimension de l'habitat. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, et ça je crois que c'est très important. Habiter, c'est interagir avec son environnement. Quand nous avions adopté l'acronyme API avec Jacques Wolfram pour décrire ce à quoi l'objet que nous voulions saisir, les objets que nous voulions saisir, le mot I est très simple. Le A, c'est pour accompagner, parce qu'il y a des services qui interviennent à proportion des besoins des personnes. Le P, c'est le partage, parce qu'il y a de la vie collective, je vais y revenir. Et le I, qui est inséré dans la vie sociale, dans l'environnement de vie, il est très important, il fait partie de l'habitat. C'est parce qu'on est inséré, qu'on interagit avec son voisinage, avec les commerces, avec la vie sociale, avec la vie civique, qu'on peut dire vraiment qu'on habite. Quand on est à Sainte-Anne-d'Auray, je suis un habitant de Sainte-Anne-d'Auray, pas parce que j'ai ma position GPS de mon logement à Sainte-Anne-d'Auray, c'est parce que je suis un habitant, je suis reconnu par les autres d'ailleurs. C'est pas seulement la manière que j'ai de me percevoir moi-même, c'est aussi la façon dont les autres me perçoivent comme un habitant. Voilà. Et donc ça, ce point habitant, le fait que habiter, c'est se loger, avoir un chez-soi, mais aussi interagir avec un premier voisinage qui est ceux avec qui on a fait le choix d'habiter, ou ceux qui ont fait le même choix que soi d'habiter à plusieurs, et grâce à ce premier voisinage, à ce premier cercle, interagir plus aisément avec le cercle plus large de l'environnement de quartier, de l'environnement de ville, et ainsi de suite. Et donc, voilà, la clé,
Et la clé, c'est effectivement la clé de l'approche inclusive, si on veut, d'un habitat. Ça consiste, premièrement, à se penser un chez-soi et à penser que on est aidé dans l'interaction avec l'environnement par un collectif qu'on a choisi. Et alors, de ce point de vue, je voudrais dire deux choses. Là, on regarde là encore de la différence avec un établissement, avec les démarches médico-sociales traditionnelles. La première qu'il faut que vous voyez bien, c'est que l'habitat inclusif, pour reprendre ce terme, je ne l'aime pas pour des tas de raisons et je ne vais pas perdre du temps à vous dire pourquoi, ça serait un peu négatif, mais je n'aime pas le terme. Toujours est-il que c'est le terme législatif, c'est comme ça que c'est écrit dans la loi, on va le garder. Souvent, les gens positionnent cet habitat inclusif comme une sorte de mi-chemin, enfin mi-chemin ou un intermédiaire entre le logement dans lequel on habite, comme voilà, en famille, mais seul, enfin, on n'est pas dans un univers collectif, et puis l'établissement. Et il y aurait au fond voilà, une sorte de règle, et l'habitat inclusif serait quelque part à situer entre les deux. Alors, ce n'est pas complètement faux au regard, je dirais, de la liberté qu'on peut avoir dans un habitat. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes de vie collective dans un habitat inclusif, mais moins lourdes quand même que celles qu'on a dans un établissement, et plus lourdes quand même que celles qu'on a quand on n'est pas dans une colocation à plusieurs. Bon. Donc, au regard de la dimension des libertés usuelles de la vie quotidienne, on peut effectivement avoir cette vision un peu simpliste d'un entre-deux. Bon. Mais en profondeur, ça n'est pas ça. En profondeur, ce qui spécifie l'habitat partagé, c'est que le fait de vivre à plusieurs fait partie du projet. On a comme projet, alors pas forcément de vivre avec Dupont, Durand, un tel, parce que là, les gens peuvent arriver, partir, ça peut changer. Mais il y a un désir de construire quelque chose dans sa relation à soi, dans sa relation au monde, à l'aide du collectif qu'on va former. On fait tous ensemble le projet de vivre ensemble. Voilà, ça fait partie du projet. C'est pas simplement la conséquence du fait qu'on a dû rentrer en foyer et que du coup il faut accepter, assumer toutes les contraintes de la vie collective. La vie collective en foyer, en établissement, elle peut être tout à fait, sereine, dynamique, sympathique. C'est pas le sujet. Mais en principe, voilà, c'est pas parce qu'on voulait absolument vivre en collectif, c'est parce qu'on ne pouvait plus vivre seul, on n'avait plus les moyens, on ne pouvait plus subvenir, on ne pouvait pas subvenir à ses besoins tout seul, et du coup on choisit un mode de vie collectif qui assure la réponse à certains besoins. Mais voilà, assez spontanément, le collectif n'est pas spontanément le projet auquel on adhère et qu'on vient chercher lorsqu'on rentre dans un foyer ou dans une maison d'accueil spécialisée. Là, le principe de l'habitat inclusif, c'est que le collectif est un projet. Vous voyez que du coup, ça ne le place plus du tout sur une règle à mi-chemin d'une vie personnelle dans un habitat ordinaire, dans un logement ordinaire où on n'a pas envie de vivre en collectif, et c'est tout, on a le droit, on n'a pas envie, et puis d'un établissement dans lequel on l'accepte, on l'assume, on est d'accord, mais c'était pas c'est pas en soi ce qu'on venait chercher. On venait chercher autre chose et il y a la conséquence, en quelque sorte, qu'il faut accepter des contraintes de la vie collective. Là, le collectif doit être un projet. Ça, c'est le premier point très important. J'y reviendrai parce que c'est ça qui détermine toute une série de caractéristiques de l'habitat inclusif, à commencer d'ailleurs par le fait que si ça n'est pas porté par ceux qui l'habitent, s'il n'y a pas, on ne va pas employer des grands mots de démocratie sociale, voilà, mais s'il n'y a pas un partage de décisions à plusieurs sur ce qu'on va faire, sur comment on va aménager les choses, nos emplois du temps respectifs, en respectant l'autonomie de chacun, les libertés de chacun et en même temps les contraintes de la vie collective. Bref, si on ne se dote pas de toute une série de règles qui permettent au groupe de porter le groupe, au groupe d'être l'acteur du projet, c'est qu'on n'est pas vraiment dans la logique d'habitat inclusif. Deuxième remarque, vous voyez que si on revient toujours aux fondamentaux, c'est-à-dire avoir l'équivalent d'un chez-soi dans ce qui ça comporte de liberté, de sécurité et de liberté, d'une part, et arriver à faire en sorte que la vie à plusieurs puisse être notre projet à tous. Rien n'interdit de tenter de le faire dans des environnements d'établissements médico-sociaux. Autrement dit, l'intention sous-jacente de ce que doit être un habitat inclusif, c'est-à-dire avec un collectif qui me soutient et qui m'aide à participer à la vie sociale, il n'est pas interdit de vouloir atteindre cet objectif qui est un objectif au fond de principe à partir de l'instrument qu'est l'établissement médico-social.
Autrement dit, à partir d'une structure institutionnelle obéissant à toute une série de règles qui s'appellera foyer, foyer d'accueil médicalisé, maison d'accueil spécialisée. Il faut quand même vraiment se dire que habiter avec un projet dans lequel le collectif fait partie des objectifs que je donne à ma propre vie, me permettant d'interagir avec l'extérieur et pas être enfermé à l'intérieur d'un bocal qui ne me permet pas de communiquer à l'extérieur, c'est quelque chose qu'on peut atteindre soit par le chemin nouveau, singulier, dont je vais dire deux mots. Je ne vais pas essayer de pas être trop long. Il faut que je laisse le temps à d'autres, à Aurélien et à d'autres intervenants. Mais on peut y arriver par la construction un peu expérimentale, en mettant bout à bout des prestations, certaines qui existent depuis assez peu de temps, et en habitant et en se dotant de toute une série d'accompagnements qui vont me permettre de faire en sorte que mon habitat dans lequel j'aurais pu vivre seul, je ne vais pas le vivre seul, on va vivre à plusieurs, ça sera comme une colocation, et on va assurer toutes les finalités qu'on cherche, c'est-à-dire liberté, sécurité, interaction avec l'extérieur, service à la personne. Ou bien partir de quelque chose qui, au fond, est déjà un collectif, et là plutôt, je ne vais pas dire déconstruire, mais on est quand même dans une démarche où il faut arriver non pas à construire un collectif à plusieurs en ayant les espaces qui le permettent et les prestations qui le permettent. Il s'agit plutôt, parce qu'on est dans un collectif, parce que c'est comme ça qu'est l'institution, de donner du sens à ce collectif, de lui permettre d'être investi, orienté, pris en main en quelque sorte par ceux qui y participent. Bon. Je dis tout de suite que cette deuxième voie qui consisterait d'une certaine façon à rendre inclusive ou domiciliaire, on dit quelquefois le virage domiciliaire, à faire évoluer les institutions médico-sociales en partant d'elles-mêmes. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que je dis pas que c'est facile non plus de faire de l'habitat inclusif. Mais la voie qui consisterait à dire je pars de l'institution et je fais en sorte que les habitants ils prennent des décisions, les habitants aient des libertés, les habitants. Oui, beaucoup de structures le font et je crois que c'est vraiment nécessaire. C'est vraiment nécessaire de penser les institutions médico-sociales, les établissements médico-sociaux autrement qu'on les a pensés jusqu'à présent. Mais toute une série de normes, de règles, notamment de normes de sécurité, établissements recevant du public, normes de blanchisserie, normes d'alimentation, etc., tombent de manière un peu raide sur ces établissements et rendent ce genre de transformation souvent très difficile. Bon. Alors, si on revient de peu de mots sur la voie nouvelle qui consiste à se dire, plutôt que de partir de l'établissement pour le rendre, lui donner toutes ses caractéristiques fondamentales, qui est de pouvoir faire que le collectif soit un projet, qu'il me permette d'interagir avec mon environnement extérieur, avec la vie environnante, enfin les commerces, les voisinages, etc. Et donc, si on abandonne la voie partant de l'établissement pour envisager quelque chose qui se construit, alors qu'est-ce qui manque quand on a sur soi les prestations individuelles auxquelles toute personne qui vit dans un appartement ou une maison a droit? Il manque toute une série d'éléments bâtimentaires. Aurélien en parlera évidemment. Il faut que l'appartement, la maison s'y prête. Il faut qu'il y ait des espaces permettant à la fois la vie personnelle, mais aussi le partage de vie avec ceux avec qui on a fait le projet de partager des temps, des moments, des espaces de vie. Donc là, il y a toute une série d'enjeux de financement de ces espaces en termes d'investissement. Et puis, voilà, il y a, pas tout détaillé, mais il y a essentiellement toute une réflexion à avoir sur comment est-ce qu'on organise des espaces qui sont à la fois, je me répète, un lieu où on est chez soi sans être seul. Il y a aussi autre chose qui est que si on peut, à titre personnel, bénéficier de prestations pour la santé, pour l'accompagnement de vie, pour l'aide au logement, pour les besoins ordinaires, allocation personnalisée au logement, allocation adulte handicapé, prestation de compensation du handicap, soins infirmiers ou soins de médecine par l'assurance maladie. La dimension de vie collective qui est embarquée nécessairement dans la tarification d'un établissement médico-social, elle n'a eu pendant longtemps aucun support. Et pendant longtemps, les pionniers ont été amenés à mettre en commun, en quelque sorte, toutes les autres prestations dont je viens de parler, qui n'étaient pas vraiment faites pour ça.
mais qui, parce qu'elles étaient mises en commun, dégageaient un peu de marge et permettaient, du coup, de financer en tout ou partie une personne ou plusieurs personnes qui se relayaient et qui assuraient ce lien de vie collective. Alors, on parle de responsable de maison, on parle de maîtresse ou maître ou maîtresse de maison, il y a toute une série de terminologies. Voilà, c'est un des points. C'est un des points nouveaux. Et alors, une des nouveautés, effectivement, postérieures au rapport, c'est que ces prestations sont désormais possibles par l'aide à la vie partagée. Voilà, j'ai conscience d'avoir été un peu long dans ce premier temps d'introduction, mais voilà, je voulais bien vous resituer la thématique de l'habitat inclusif comme étant vraiment une finalité qu'on peut atteindre de plusieurs façons, mais pour lesquelles ce qu'on appelle l'habitat inclusif, cette fois-ci en termes organiques et non plus fonctionnels ou d'intention, quand on veut l'atteindre de manière organique par les nouvelles formules, suppose la mise bout à bout de toute une série de prestations individuelles dont la mise en place est à peine en train de se faire. Merci beaucoup pour cette très belle introduction. Pour poursuivre la conférence, je vous propose de repartir de deux chiffres qui sont rapportés par Jacques Wolfrom, qui est le co-auteur du rapport que vous aviez rédigé en 2020 et qui cite les chiffres clés selon lesquels 70% des Français aspirent à vivre chez eux le plus longtemps possible. 2% se projettent vieillir dans un EHPAD et 28% imaginent vivre dans un chez-soi avec quelque chose d'autre. Et donc, on voit bien avec cette composition, recomposition des états de l'habitat qu'il y a toute une palette à imaginer, à créer avec les personnes, avec les acteurs du territoire pour imaginer ces 28% de quelque chose d'autre. Et cet espace de co-création, d'imagination, pose une question, c'est-à-dire une question sur les capacités d'ingénierie sociale dont vont devoir se doter les personnes elles-mêmes, les familles qui souvent sont aussi très motrices dans ces nouvelles formes d'habitat, également les organisations gestionnaires d'établissements médico-sociaux. Et ça pose aussi la question pour ces dernières, pour les associations, fondations qui sont gestionnaires d'établissements, de nouvelles compétences à développer dans l'habitat, dans les partenariats autour de l'habitat, ce qui n'était pas nécessairement en première intention leur compétence métier. Leur compétence, c'est celle de l'accompagnement auprès des personnes très directement. Et donc, la question que nous voulions vous poser, c'est comment aujourd'hui vous observez dans les territoires la création de dispositifs d'aide à l'ingénierie, justement, sociale, le virage, le cas échéant, que prennent un certain nombre d'acteurs dans le développement de la compétence autour de l'habitat et de son réseau. Et pour terminer, nous aimerions aussi savoir si dans les prochains mois, prochaines années, on peut s'attendre à des évolutions de la part des pouvoirs publics pour faciliter justement l'accès dans les territoires à l'ingénierie sociale et quel rôle aujourd'hui joue la conférence des financeurs qui est un des acteurs de facilitation. Voilà, on aimerait bien en savoir plus sur les actualités d'aujourd'hui et à venir. Alors oui, il y a beaucoup de questions. Elles sont toutes très bonnes. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps de répondre à toutes, mais je vais essayer au moins de répondre à quelques-unes. Alors, sur les enquêtes, on n'a pas grand-chose d'ailleurs, hein. Et alors, c'est d'autant plus difficile de savoir si les personnes possiblement concernées par un habitat partagé auraient envie d'y habiter que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. J'ai encore vu une enquête récemment faite par APF France Handicap et l'UNAF, donc l'Union nationale des allocations familiales, des associations familiales, pardon, et qui constatait que parmi les personnes accompagnant des personnes vulnérables, fragiles, âgées ou handicapées, plus de la moitié ne connaissait pas l'habitat inclusif. Ce qui est très amusant, c'est que plus de la moitié aussi pensait que c'était une très bonne solution pour la personne avec laquelle elle vivait et qui était vulnérable. Bon, donc
même quand on ne connaît pas, on a plutôt une bonne image. Bon, c'est plutôt rassurant. Mais il y a un vrai problème de donner à voir. Bon, voilà. Et alors, ça fait partie de Jean Vendroux disait que il avait croisé à Dinard les premiers habitants des dispositifs mis en place par Fratrie. Voilà, il faut avoir ces innovateurs sociaux qui sont capables de donner à penser à des gens qui n'auraient pas imaginé d'autres formes de vie à plusieurs. Et en même temps, il faut être maintenant capable de passer à l'échelle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chiffres pour savoir combien ça ferait. Si on fait les 26% que vous dites, ça fait faire pas mal de millions de personnes. Il y a une autre étude qui était intéressante, qui était une enquête de l'IFOP. Alors, ces enquêtes, c'est ce qu'on appelle le baromètre de la fraternité. Alors, c'est tous les ans, ou quelquefois tous les 2 ans. Et il y a 2 ans, en 2022, ils avaient posé une question sur l'habitat partagé. Elle n'a pas été reprise malheureusement en 2024. Et on avait demandé aux Français, est-ce que vous envisageriez de vivre dans un habitat comme ça? Oui, sûrement, oui, peut-être, non, non, sans doute pas. Voilà. Et parmi les oui, 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 sûrement, oui, peut-être, on trouvait quand même de mémoire 26%. Je regarde mes notes là parce que j'oublie toujours le chiffre exact. Non, c'était 30%, c'est même beaucoup plus que ça. Oui, 26%, c'était parmi les plus de 65 ans. Voilà. Donc, les jeunes, oui. Alors là, ils étaient à plus de 50% ou 45% à dire oui. Mais les plus de 65 ans étaient plus réservés. Mais enfin, 26% des plus de 65 ans, ça fait quand même un gros paquet. Hein. Ça fait presque 4 millions de personnes aujourd'hui. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on leur demandait avec qui, alors si c'était pour vivre avec des réfugiés, là, non, c'était un peu moins de 30%. Mais vivre avec des personnes âgées ou vivre avec des personnes handicapées, là, on passait de nouveau au-dessus de la barre des 50%. Voilà, donc, il y a une vraie appétence, un vrai désir du vivre ensemble, je crois, qui doit pousser à donner une vraie dynamique. Alors, et pas pour autant rentrer dans une espèce de standardisation qui ferait qu'on va tamponner sur tout le territoire des objets un peu standards dans lesquels on demandera aux gens de rentrer. Bon, il faut garder cette idée que le but, c'est de vivre à plusieurs. Il faut qu'il y ait un désir collectif de vivre à plusieurs, sans forcément choisir individuellement tel ou tel, c'est pas ça l'idée, mais choisir tous d'avoir ce désir de vivre à plusieurs et être capable de passer à l'échelle. Et de ce point de vue, je pense qu'il faut à la fois des entrepreneurs sociaux innovants qui se positionnent sur ce secteur en n'ayant pas d'historique particulier dans le champ du champ médico-social, mais il est très important que des acteurs reconnus, pas trop gros d'ailleurs, ce n'est pas la peine non plus de voir arriver des monstres, hein, mais des acteurs reconnus du champ médico-social comprennent que c'est aussi leur rôle. Et c'est leur rôle au moins à 2 titres. Le premier, c'est qu'ils peuvent transformer une partie de leur offre. Et la Villa Félix, c'est un peu ça, ce que va faire la Fondation, mais ils peuvent transformer une partie de leur patrimoine, en quelque sorte, d'accompagnement pour lui donner une forme nouvelle. Et puis, ils peuvent aussi venir en appui de parcours de vie qui ne se dérouleront pas forcément toujours dans un environnement de vie d'un groupe qui a choisi de vivre à plusieurs. Parce que la difficulté, lorsqu'on fait le choix de vivre à plusieurs, elle n'est pas tellement liée à la lourdeur du handicap ou aux besoins de soins dont on peut faire état. Elle est surtout liée à la capacité d'être encore un contributeur, et un contributeur pas trop perturbateur. On a toujours ces moments de mauvaise humeur et ces moments de difficulté, mais pas systématiquement perturbateur avec des comportements défis, des troubles psychiques importants, etc. Et donc, il peut arriver, et notamment c'est particulièrement vrai dans le cadre de l'habitat inclusif pour personnes âgées, que si on veut envisager de manière avec un peu de perspective, une trajectoire résidentielle, comme on dit aujourd'hui, un parcours de vie qui ne laisse pas sans perspective des situations dans lesquelles la vie à plusieurs n'est plus vraiment le projet de la personne. Bon, et pour autant, elle ne peut pas vivre seule. Envisager des solutions plus institutionnelles, c'est important. Donc, pouvoir adosser sur un territoire plusieurs solutions qui s'épaulent mutuellement, qui
qui se connaissent assez pour, d'ailleurs, le cas échéant aussi, s'appuyer sur le plan technique et sur le plan professionnel. Je rappelle d'ailleurs que dans un habitat inclusif, on a besoin de services d'aide à la personne qui sont des services médico-sociaux. Hein. Le médico-social est très présent dans le champ de l'habitat inclusif. Un habitat inclusif, ça respire avec son environnement. Donc, il y a une place très importante pour des opérateurs à la fois innovants et lucides du champ médico-social, entre guillemets, traditionnel. Ça, je crois que c'est extrêmement important. Voilà. Et du coup, je me rends compte qu'il y a une troisième partie de votre question, Clarisse, que j'ai zappée. C'était savoir, le cas échéant, s'il y a des Ah oui, évolutions qui… qu'est-ce qui Ouais. se trame? Qu'est-ce qui se trame au plus haut niveau? Écoutez, très sincèrement, je crois qu'on est tous spectateurs de ça. Hein. Moi, je n'ai pas d'entrée particulière. Vous avez vu quand même que la proposition de loi dite bien vieillir, elle a entre-temps changé de nom. Elle s'appelle maintenant proposition de loi comportant diverses mesures en faveur de l'autonomie et pour bâtir pourtant mesure pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie, vient d'être votée par l'Assemblée nationale en dernière lecture et va être votée par le Sénat également en dernière lecture, sans changement attendu, la semaine prochaine. Et il est intéressant de voir que cette loi, comme beaucoup d'autres qui ont précédé au cours des années précédentes, échenille toute une série de mesures autour de l'habitat inclusif. Bon. C'est un peu une actualité toujours présente, jamais complètement rassemblée. Je crois qu'on est aujourd'hui dans cette réalité sur le plan institutionnel, sur le plan national. De plus en plus fréquemment, on voit apparaître des bouts de texte, des interventions, des éléments disparates. Les administrations en entendent de plus en plus parler. Aucune consolidation institutionnelle structurée, je dirais, aucun pilotage un peu ferme n'émerge, sauf à la CNSA, s'agissant de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est l'aide à la vie partagée, autrement dit cette prestation nouvelle qui est destinée à assurer la vie collective à plusieurs. Mais ça n'épuise pas tous les sujets de l'habitat inclusif. Il y a beaucoup d'autres questions à régler en permanence. Et donc, voilà, pour répondre sur quel est l'état d'esprit des pouvoirs publics aujourd'hui, je dirais, ça sonne à leurs oreilles sans cesse. Voilà, des expressions, notamment dans les lois successives, montrent qu'il y a une prise de conscience, mais pour l'instant un peu émiettée, un peu disparate. Voilà. Il y a ce qu'on appelle l'Observatoire de l'habitat inclusif, qui est le seul lieu aujourd'hui officiel au niveau national et qui se réunit de manière assez espacée, il faut bien le dire. Et puis, il y a les fameuses conférences des financeurs dont vous parliez, Clarisse. C'est peut-être le seul objet un peu installé aujourd'hui maintenant dans tous les départements qui va changer de nom. Hein. Ça va bientôt s'appeler la commission des financeurs, mais c'est tout. Bon, voilà, ça s'appellera une commission parce que ça va s'inclure dans le service public départemental de l'autonomie. La fameuse loi dont je parle crée aussi ce petit mouvement sémantique. Mais voilà, il y a au niveau des départements, des structures, des tours de table, voilà, des tours de table qui se mettent en place et qui garantissent que le sujet est en quelque sorte en permanence à l'agenda. Voilà. Mais je le dis tout de suite, aujourd'hui, ce qui manque très clairement au niveau national, et avec Jacques Wolfrom, on ne se prive pas de le répéter chaque fois qu'on a l'occasion de prendre la parole. Alors pas devant vous, là, devant vous, je me rends bien compte que c'est pas vous qu'il faut convaincre les auditeurs aujourd'hui, mais devant des autorités, que ce qui manque aujourd'hui, c'est vraiment un pilotage structuré, une animation au fond, une animation structurée de cette politique, de ce qui du coup deviendrait une politique nationale. Merci beaucoup. Je voudrais juste terminer par une question qui est souvent d'ailleurs une idée reçue, mais qui, je pense, intéressera le plus grand nombre. Souvent, quand on parle habitat partagé inséré, habitat inclusif, la réaction première, c'est de dire mais ça ne concerne que les plus autonomes. Voilà. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça revient beaucoup. Et c'est vrai que parfois, ça fait partie des motifs d'inquiétude des personnes accompagnées, mais aussi des familles, des proches aidants quand on évoque ce type de projet. Alors voilà, je voulais vous poser cette question. Est-ce que l'habitat inclusif, c'est pour les plus autonomes ? Et si par exemple demain, nous avions un projet d'habitat inclusif pour des personnes polyhandicapées
et des étudiants bienveilleurs. Est-ce que ce serait réaliste ou est-ce que nous faisons fausse route? Alors, je vais pouvoir répondre du coup rapidement, d'abord pour passer la parole à Aurélien Lermite et parce que j'en ai déjà dit deux mots, mais c'est important que vous reveniez sur ce point parce que c'est une inquiétude des porteurs de projets. C'est aussi un des motifs de refus quelquefois de l'aide à la vie partagée par les départements, qui explique qu'ils ont une logique, ils ont des règles et qu'il s'agisse du grand âge ou du handicap, pour eux, l'habitat inclusif, ça ne sera jamais pour des personnes trop dépendantes ou des personnes âgées trop dépendantes ou des personnes handicapées trop handicapées, si on ose employer cette formule. Et donc, c'est assez inquiétant de voir effectivement que cette idée chemine aussi bien chez ceux qui portent des projets que surtout chez les financeurs. Et la réponse, c'est non, c'est évidemment non. Alors, ça ne veut pas dire que l'habitat inclusif est pour tout le monde. D'abord parce qu'il faut l'avoir choisi, c'est un choix, donc on n'est pas obligé de faire ce choix. Et ensuite parce que il faut que le choix corresponde au désir de vivre à plusieurs et à la capacité aussi, un minimum de capacité de gérer la relation. Voilà. Et c'est pour ça que je vous disais, il y a des situations de troubles psychiques, conduisant à des comportements auto-agressifs ou hétéro-agressifs qui peuvent conduire à dire mais voilà, le fait de vivre un collectif comme un projet, c'est pas du tout adapté à la manière qu'a la personne d'envisager son rapport à l'autre, son rapport aux autres. Bon, donc ça n'est pas forcément pour tout le monde, mais c'est pas du tout une question de lourdeur du handicap. Je crois qu'il faut être extrêmement clair avec ça. Et la meilleure preuve, c'est que il en existe des habitats partagés dans lesquels une grande partie des personnes qui y habitent avaient une orientation en maison d'accueil spécialisée. Autrement dit, l'administration les orientait vers ce qu'on fait de plus étayé comme environnement médico-social. Merci beaucoup. Je pense que c'était important de revenir sur ce point qui fait souvent l'objet d'ambiguïté, de malentendus. Je vous propose de passer la parole à Aurélien Lermite qui nous fait l'amitié d'être présent ce soir pour cette conférence. Aurélien, vous êtes cofondateur de l'association Fratrie. Pouvez-vous nous dire en deux mots quelle est la visée, l'ambition de votre association, quels sont les habitats que vous développez et les régions où vous êtes présents? Merci. Bonsoir à tous, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Voilà, donc Fratrie, c'est un porteur de projet d'habitat inclusif, voilà, au service plutôt des jeunes en situation de handicap mental et de troubles autistiques, qui veulent se lancer dans la vie. Voilà, la plupart du temps, sont des jeunes qui sont encore chez leurs parents ou qui sont en IME, en amendement Créton. Et avec eux, depuis 3 ans maintenant, nous portons en effet des projets d'habitat partagé dans les plus grandes villes de France. Alors, parce que pour nous, c'est là où les besoins d'inclusion sont les plus importants et les moins couverts. Et entre autres parce que le foncier est cher. Donc c'est un sujet qu'on a travaillé. Et pourtant, c'est là où l'inclusion est facilitée, pour le travail, pour la vie sociale, pour avoir accès à du sport adapté, etc. La particularité, peut-être ce qui nous caractérise dans nos projets, j'y reviendrai, c'est que ce sont des co-living, donc on appelle ça des co-living ordinaires, où vous pourriez tous avoir envie d'habiter. Voilà, ça c'est notre critère. Et où vivent en général 10 à 12 jeunes actifs entre 25 et 35 ans, dont seulement la moitié, voire parfois moins, sont en situation de handicap, donc mental. Et les autres sont des jeunes actifs de leurs âges, qui vivent avec eux, voilà, dans cet espace, avec la particularité, pour bien comprendre, j'y reviendrai, c'est qu'il n'y a pas de relation non plus d'aidant et aidé. Voilà, ce sont entre les deux. Ce sont des colocataires, on a quelques images qui passent à l'écran. Aujourd'hui, il y a 3 maisons, 3 projets qui ont été co-construits, donc 3 maisons qui sont déjà ouvertes, une à Rennes, donc en Ille-et-Vilaine, une dans les Hauts-de-Seine à Colombes, et puis la première était à Nantes, dans les Pays de Loire. On en ouvre 3 autres cette année, et dont une tout près de la Fondation Anne de Gaulle, puisqu'on va ouvrir donc, à la fin de l'année à Versailles. Alors, comment est né ce projet de Fratrie que vous avez cofondé? Vous pouvez nous dire un peu l'histoire de cette naissance et les missions aujourd'hui et demain de Fratrie telles que vous les envisagez?
Oui, très bien. Alors ce projet, d'abord, c'est celui des jeunes avec handicap. J'aime pas trop quand on... euh, pour moi, c'est important de jamais oublier ça. Donc c'est pas forcément le mien ni celui d'Emmanuel. Cependant, je vais quand même revenir en 2 mots sur comment est-ce que, en fait, il a démarré chez nous, et je veux dire 2 mots sur moi, Emmanuel, parce que c'est assez éclairant sur la manière dont on voit l'habitat inclusif et partagé chez Fratri. En fait, déjà, c'est important de dire que moi et Emmanuel, on n'était pas issus du champ médico-social. On a simplement été amenés dans nos engagements à rencontrer des jeunes avec handicap mental. Moi, j'ai donc rencontré ces porteurs des trisomies à Dinard qui avaient envie de se mettre en coloc, qui avaient un projet atypique. À l'époque, je ne savais pas que j'étais en train de monter avec eux un projet d'habitat inclusif. Je répondais vraiment à leurs désirs, encore une fois, qui en plus était atypique, donc qui était vraiment du sur-mesure. Et puis Emmanuel, lui, donc ça, je faisais ça bénévolement, hein, sur mon temps dispo. Et Emmanuel, lui, qui est plutôt un spécialiste du monde immobilier. Il avait été embauché par une personne que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Yann Bucaille, qui est le fondateur des Cafés Joyeux, pour gérer ses biens immobiliers. Voilà, en gros, pour faire simple. Au moment où donc Yann Bucaille a eu cette idée des cafés et s'est retrouvé à lancer avec lui les premiers cafés, en fait. Donc cette rencontre qu'on a eue tous les deux avec les personnes en situation de handicap mental, elle est fortuite, est un peu assez indépendante de notre volonté, on va dire assez imprévue dans nos vies. Et c'est intéressant parce qu'on n'avait pas, nous, d'a priori, pas de schéma dans la tête. Et de surcroît, on n'était pas spécialement engagé dans le champ du handicap. Enfin, on n'a pas fait à bras ouverts, par exemple, ou à fond la vie. C'est quelque chose qu'on n'avait pas, c'est un environnement qu'on n'avait pas croisé. Et donc, nos repères, c'était ceux du monde ordinaire. C'était vraiment ceux du monde ordinaire. Et en particulier pour Emmanuel, qui venait du monde de l'immobilier et qui suivait avec attention le développement du marché du co-living en France. Je vais y revenir. Et en fait, donc, dans ces rencontres avec les jeunes en situation de handicap, on a vu donc leur attente, hein, de solutions qui ne soient pas forcément des solutions de foyer de vie, etc., nous ont amenés à faire des constats de bon sens, hein, encore une fois, de personnes peu engagées dans le champ du handicap. Le premier constat qui nous paraissait un peu étonnant, c'était pourquoi les jeunes en situation de handicap qui ont grandi dans des familles ordinaires, avec des frères et sœurs qui n'ont pas de handicap, donc des frères et sœurs qui ne sont pas psychologues, hein, c'est des frères et sœurs, donc pas forcément non plus toujours très bien ajustés dans leurs relations, etc. Pourquoi ils grandissent dans le monde ordinaire, en famille, et pourquoi à l'âge adulte, ils ne pensent pour eux-mêmes, je dis ils, mais je ne sais pas si c'est on ne pense que pour eux, mais en tout cas, ils ne pensent pour eux-mêmes que des lieux de vie entre personnes en situation de handicap, majoritairement. Alors, à de rares exceptions, comme à l'Arche, comme chez Simon de Sirène, qui, je pense, montre un chemin. Donc ça nous étonnait beaucoup. Une espèce de dissonance. Et puis, je vous explique notre démarche à la naissance, hein, donc il n'y a pas de taquinerie dans ce que je vais dire. On trouvait ça étonnant. Deuxième constat qu'on a fait, c'est qu'on trouvait ça étonnant qu'on mette des mots différents sur l'habitat des personnes handicapées, donc l'habitat inclusif, API, alors que ce que nous voyions, alors ce qu'Emmanuel voyait, pas moi, hein, parce que je n'étais pas un spécialiste de l'immobilier et je ne voyais pas le secteur évoluer, ce qu'il voyait lui, c'était que dans le monde ordinaire se développait donc le concept de co-living. Et en fait, on s'est rapidement rendu compte que les projets d'habitat inclusif ressemblaient beaucoup aux projets d'habitat inclusif de co-living, qui sont essentiellement aujourd'hui à destination des jeunes actifs. Et donc on s'est dit, mais en fait, plutôt que réinventer l'eau chaude, entre guillemets, en réinventant un milieu ordinaire pour les personnes handicapées, pourquoi on n'adapterait pas le monde du co-living aux attentes des personnes handicapées et à leurs besoins spécifiques? En sachant que c'est vraiment important d'intégrer ça, et je pense que c'est clé pour rebondir sur ce que disait M. Pifto, pour les acteurs médico-sociaux de comprendre ça. S'ils veulent bouger en fait sur ce sujet, les jeunes actifs aujourd'hui, qui ne sont pas en situation de handicap, ils viennent se loger dans des solutions de co-living pour les mêmes raisons que les jeunes avec handicap. En fait, ils ont les mêmes aspirations.
ils ont la même souffrance face à la solitude. 20% des jeunes actifs qui souffrent de solitude. Ils ne veulent pas vivre seuls. Donc, ils viennent vivre dans des lieux où ils vont avoir leur intimité, mais ils vont partager des choses. Dans tous les co-living de France, vous avez un règlement intérieur qui ne s'appelle pas comme ça, qui est en général qui s'appelle une charte de vie, etc. Une charte de vie partagée, en fait. Et dedans, on va retrouver des éléments de fraternité, de vivre ensemble, des règles communes qu'on se donne. Donc, ils n'ont pas envie d'être seuls. Ils ont envie de trouver un logement bien situé, parce qu'ils ont du mal à se loger en cœur de ville. Ils n'ont pas forcément de voiture pour se déplacer, ils ont besoin de logements qui soient vraiment hyper bien situés. Et ils ont besoin de services, surtout que c'est une génération qui est très attachée à l'immédiateté du service. Ils ont du mal à accepter de vivre dans un logement peut-être où avec le temps, on a des services et avec les moyens qui vont avec. Donc, en fait, les co-living, Monsieur Pifto, c'est vraiment, ça m'a fait réagir quand vous avez rappelé la définition d'API. Je ne sais plus si c'est vous. En fait, les jeunes actifs, ils vivent dans des API. C'est accompagné, ils ont des services. Alors, c'est sûr que les personnes handicapées, ils ont plus de services. C'est sûr, ils en ont besoin de plus. C'est partagé, ils sont là pour ça, pour vivre ensemble. Et c'est inséré. Et c'est des lieux hyper bien situés, sinon vous ne remplissez pas votre co-living et vous pouvez fermer votre affaire. Hein. Donc, socialement, c'est des lieux hyper bien situés. On n'avait pas de co-living à la campagne. Et donc, c'est de ce constat de bon sens. Avec ça, on est retourné voir les jeunes qu'on connaissait. On en connaissait un peu à Nantes, un peu à Rennes et à Paris. Et on leur a dit, mais en fait, est-ce que cette solution-là, qui est dans le milieu ordinaire, ça pourrait convenir et comment est-ce qu'on pourrait l'adapter pour que vous puissiez y vivre? C'est vraiment la démarche qu'on a eue. Et donc, c'est intéressant parce que je pense que ce qui bloque aujourd'hui les acteurs du médico-social, et Clarisse, en fait, vous l'avez indirectement dit, si on veut aller vers le milieu ordinaire, il faut connaître le milieu ordinaire. Donc, c'est vrai, et donc, il y a une nécessité de bien comprendre aujourd'hui quelles sont les attentes dans le champ du logement de jeunes moi je m'adresse à la jeunesse, hein, mais des jeunes actifs d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, qu'ils aient ou pas un handicap, ils ont les mêmes attentes. Forcément, les personnes handicapées en auront un peu plus, mais donc voilà, et c'est comme ça qu'on a démarré, donc à Nantes, sur les historiques, et on a co-construit pendant 18 mois avec des jeunes qui étaient donc intéressés, le projet de vie partagé, et on fait toujours comme ça, c'est-à-dire qu'on a 18 mois, 2 ans de co-construction, de qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans cette maison, et ensuite, une fois qu'on a ce noyau de jeunes intéressés, ce qui est en général pas très compliqué, parce qu'il y a plutôt une forte demande, on cherche une maison, et puis on déroule un process plus immobilier en parallèle. Voilà. Et en fait, pour aller, donc ça c'est la genèse, et puis notre mission, celle qu'on se donne. En fait, on n'a pas envie de s'arrêter là. Nous, ce qu'on veut avec ces maisons, en fait, qui sont, je pense, les plus inclusives possibles. Hein, à l'heure d'aujourd'hui, elles sont encore, pour nous, pas vraiment à l'image de la réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 50% de personnes en situation de handicap mental et de troubles autistiques en France, comme dans nos maisons. Donc nous, ce qu'on veut maintenant, c'est, avec ces maisons, c'est faire tomber les peurs, montrer que c'est possible, en fait, de vivre avec des personnes en situation de handicap, parce que le cœur, il est là, hein, il est aussi là. Et les premiers à convaincre, c'est souvent l'écosystème les plus proches des personnes avec handicap, hein, les aidants familiaux, qui doutent, on a tellement mis de barrières. Donc notre objectif, c'est plutôt d'amener les acteurs ordinaires du logement partagé en France, donc plutôt les acteurs du co-living, à ne pas avoir peur de louer des chambres à des personnes en situation de handicap mental, pour qu'ils puissent complètement s'insérer. Voilà. Alors, il y a évidemment plein de freins à lever pour y arriver, mais en tout cas, c'est la mission qu'on se donne. Quels sont aujourd'hui les témoignages, les retours que font vos colocataires au sein de vos habitats fratries? Est-ce que vous observez justement cet effet du renforcement du pouvoir d'agir, parce qu'on parle souvent de pouvoir d'agir, chez les jeunes actifs, que ça soit des jeunes actifs avec ou sans handicap? Qu'est-ce que vous pouvez observer? Très bonne question. Alors, je sais répondre sur les personnes handicapées, mais je pense que je peux aussi répondre sur les personnes sans handicap. On a juste 2 ans de recul.
Alors, sur le pouvoir d'agir, c'est juste très très puissant en fait, parce que vous imaginez bien que la première étape pour travailler cette question et l'autonomie des personnes, c'est la confiance en soi. Et dans nos maisons, ce qui est donc vraiment structurant, c'est qu'il n'y a pas de relation aidant-aidé. Il n'y a pas non plus de notion de sécurisation. Le jeune pro, il n'est pas là pour sécuriser le dispositif. Il vient se loger parce que le lieu il est canon, il est bien situé, il est beau. Il n'est pas là par charité, il n'est pas là contre service. Et ça, c'est vraiment important parce que ça change la relation, hein. Donc, quand vous êtes en situation de handicap, ça, vous le sentez. Cette relation d'égal à égal. Donc, en termes de dignité, de confiance en soi, c'est très puissant. Donc, je veux dire, c'est un des fondements derrière de tout le travail qu'on peut faire sur le développement du pouvoir d'agir. C'est l'environnement qui le permet. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que l'environnement lui-même permet ça. Et ensuite, ce qu'on a constaté, je fais des constats, ça va peut-être vous paraître un peu basique, mais c'est vraiment des constats empiriques, hein, parce qu'on n'est encore une fois pas issu du secteur médico-social, mais pour les professionnels qui interviennent dans les maisons, je prends l'animateur, les auxiliaires de vie, enfin tous ceux qui peuvent intervenir, bah, quand votre lieu de travail, c'est un co-living complètement ordinaire, où vivent aussi des jeunes actifs qui, encore une fois, payent un prix de marché tous les mois, etc., les jeunes qui n'ont pas de handicap, hein, bah, c'est un énorme garde-fou pour respecter l'intimité des personnes, pour se comporter avec eux comme ils se comportent avec une personne sans handicap. Et même parfois, les jeunes pots nous reprennent sur ce sujet-là en disant mais en fait, pourquoi tu lui as parlé comme ça ou tout simplement demande d'avoir un peu plus de discrétion parce qu'il télétravaille, etc. Et en fait, ça aussi, c'est un environnement qui permet aux professionnels d'être vraiment dans une posture humble, discrète dans l'accompagnement, qui aussi développe euh, le respect de la liberté de la personne, de son autodétermination. C'est une espèce de garde-fou qui est juste le garde qui est juste parce que c'est le contexte en fait qui permet ça. Voilà. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est que le frottement au quotidien, nos maisons, en fait, pour que vous compreniez, telles qu'elles sont conçues aujourd'hui, alors ça peut évoluer avec le temps, selon les projets, mais il y a des grands espaces de vie, notamment une grande cuisine qui est pensée pour vivre à plusieurs. Bon, et c'est comme chez vous à la maison. C'est un lieu où on passe beaucoup de temps en fait autour de la table, à préparer le repas, à dîner, déjeuner et puis à desservir. Donc c'est un lieu où il y a beaucoup de choses qui se passent. Et en fait, le contact au quotidien avec les jeunes pros qui racontent leur vie, etc., qui démissionnent, qui changent de travail, qui tombent amoureux, qui quittent le co-living pour partir en couple. Là, les premiers sont partis à Nantes parce que il y a des histoires enfin parce qu'ils vont avoir une vie de couple, hein. Bah, en fait, c'est assez puissant aussi pour les personnes handicapées. C'est-à-dire que ça les fait réfléchir, ça leur donne aussi envie de rêver leur propre vie, de grandir en autonomie pour eux aussi, peut-être un jour prendre leur studio. Et ça, vous ne les avez pas ça dans un environnement où vous n'avez que des personnes en situation de handicap. Donc, nous, on n'a pas le choix. On ne peut pas, entre guillemets, le cacher, cette réalité-là, parce qu'ils sont complètement au quotidien à son contact. Alors ça se gère parce que ça suscite aussi des attentes parfois compliquées à gérer, à canaliser, des fortes attentes, parfois des déceptions déjà dans une situation de handicap. Mais c'est très très fort pour l'autonomie. Et les jeunes actifs, alors j'ai pas assez de recul, mais ce que je peux vous dire, ce qui est intéressant, ce qu'on voit à Nantes, c'est que déjà ils nous disent que pour eux ça change leur vie en termes de vie fraternelle, hein. C'est souvent des jeunes qui n'avaient pas une vie sociale très forte, hein, qui se sentaient seuls, ça ils le disent. Et aussi ce qu'on voit là apparaître, c'est le désir de changer de vie professionnelle. Je ne dis pas trop à leurs employeurs, mais on a quand même des démissions de jeunes pros qui font des projets de vie, notamment dans le champ de l'ESS, qui ont envie de changer. Alors même que, encore une fois, ils n'ont pas d'engagement particulier, mais ça génère chez eux une envie aussi à eux de bouger un certain nombre de choses. Voilà ce qu'on voit côté jeune pro, mais on a encore un recul un peu léger. Et avec tout ça, vous donnez envie d'aller vivre dans les habitats de fratrie. Donc, si demain, moi, je choisis d'habiter avec les colocataires de fratrie, qu'est-ce qui sera important pour les futurs colocataires et comment je vais être choisie ou pas choisie? Concrètement, comment ça va se passer pour moi si je viens vous voir pour être colocataire? Alors, j'aime pas faire ça, mais on devrait distinguer les jeunes avec handicap et les jeunes sans handicap pour que ça soit clair pour tout le monde. Euh,
Donc, si je prends les jeunes en situation de handicap, alors ça dépend à quel moment vous rejoignez la coloc. Donc, pour l'instant, nous, on ouvre des colocs avec eux. Donc, au démarrage, avant même d'avoir un foncier, on réunit un noyau de fondateurs de la maison, donc de jeunes en situation de handicap, avec qui on va co-construire. Donc, eux, ils se choisissent ensuite pendant la co-construction, hein. Certains arrêtent, c'est très rare, en général, il y en a 1 sur 5 qui arrête, qui a un autre projet. Et une fois la maison ouverte, on la rejoint comme n'importe quel coloc, hein. On postule, on se rend compte, on voit si le projet de vie partagé tel qu'il existe à l'instant T, parce qu'il est complètement évolutif, nous convient. S'il ne nous convient pas, on regarde aussi si c'est pas possible de le faire évoluer. Et ensuite, on est coopté par les autres colocataires. Bon, après, la difficulté, c'est qu'il faut qu'une chambre se libère ou qu'un autre projet sorte de terre. Mais on avance parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes une fois qu'on ouvre. Si je prends Nantes, on a ouvert il y a 2 ans. Mais ce qui est plutôt encourageant, c'est qu'on ouvre 2 autres maisons cette année. Donc on peut aussi répondre à l'attente qui a été générée chez d'autres jeunes actifs en situation de handicap. Et ensuite, quand je suis en tant qu'un jeune actif sans handicap, comment est-ce qu'il rejoint la coloc? Là, pour le coup, ça aussi c'est important. Il la rejoint comme dans n'importe quel coloc. Donc on met des annonces sur le Bon Coin. On ne dit pas d'ailleurs qu'il y a des personnes handicapées dans ces annonces. Parce qu'en fait, je vois pourquoi on expliquerait voilà, que dès le départ, cette spécificité, parce qu'on voudrait que ça ne devienne plus justement original. Donc ils postulent. Alors nous, Fratrie, on les préqualifie, on les ferre, c'est-à-dire on vérifie qu'ils sont d'accord sur le loyer. Puis une fois qu'ils sont d'accord, on leur explique qu'il y a un principe de cooptation dans cette coloc. C'est pas nous qui décidons, donc il va falloir qu'ils rencontrent les autres colocataires. Et on sera là parce que parmi eux, il y a des colocataires qui ont besoin d'être accompagnés parce qu'ils sont en situation de handicap mental ou trouble autistique. Et à ce titre-là, on sera aussi là pour les aider à discerner et à vous coopter ou pas. Et en général, c'est ça qui est. Mais je crois que M. Pifto, vous l'avez aussi dit en citant un rapport Ipsos qui m'intéresse d'ailleurs, ça m'intéresse d'avoir les références. En fait, en général, il n'y a pas de problème, quoi. Il y en a qui ne rappellent pas, mais il y a 2 jeunes sur 3 qui disent so what, quoi. Alors c'est intéressant, on avait cette semaine, on inaugurait Rennes, et il y a une jeune pro qui a été interrogée par une journaliste qui s'appelle Chloé, qui lui demandait mais vous avez vécu d'autres colocations, il y a quoi de particulier dans cette coloc? Alors, elle réfléchit, et puis elle dit c'est vraiment, les lieux sont vraiment canons. C'est grand, c'est beaucoup plus grand que ce que j'ai connu. Non, ça c'est vraiment important, il y a des beaux espaces communs. Ouais, je crois que c'est vraiment ça la différence. Elle avait, mais alors, complètement oublié, et c'est super. Enfin, que la vraie différence, c'est qu'elle vivait avec des personnes en situation de handicap. Donc voilà. Et merci beaucoup, c'est très clair et nous voyons bien que nous nous situons dans le champ de l'entrepreneuriat social et solidaire quand on porte ce type de projet. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les principes sur lesquels vous avez construit le modèle économique des habitats de Fratrie? Alors, comme tous les autres, il y en a peut-être dans la salle, là, comme tous les porteurs de projets d'habitat, on est parti des freins, en fait, au développement de ce type de projet. Il y en a 2 principaux aujourd'hui qui ont été d'ailleurs, je crois que vous en avez parlé, le financement de l'ingénierie de projet, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de ligne vraiment, pas de fonds publics pour ça. Donc, ceux qui peuvent les financer, c'est ceux qui ont des moyens, c'est des costauds, enfin des grosses associations de micro-social aujourd'hui, ils peuvent dégager des moyens pour ça. Alors là, on finance l'ingénierie de projet par du mécénat, et à terme, on compte sur notre modèle économique, c'est-à-dire que chacun de nos co-living dégage une petite rentabilité, hein, c'est la marge qu'on fait sur les jeunes actifs sans handicap, qui payent plus cher, hein, que les personnes handicapées. Et ça, demain, ça nous permettra de nous passer de mécènes, mais on a eu besoin et on a toujours besoin de mécènes. Pour l'ingénierie. Ensuite, l'autre frein au développement d'habitat, c'est le foncier, surtout qu'on est que dans des grandes villes françaises, hein. Et encore plus avec des personnes avec handicap mental, parce que même quand elles travaillent, c'est aussi notre vocation, les accompagner jusqu'au travail. Quand on travaille et qu'on a un handicap mental, on gagne rarement plus qu'un SMIC, en plus souvent on est à temps partiel, pour des raisons de fatigabilité. Donc votre âge baissant quand vous travaillez, vous avez rarement plus d'un SMIC.
Donc, vous avez une capacité locative qui est très limitée, qui n'est pas adaptée en fait au loyer des grandes villes. Donc, il faut aller trouver un système. Donc, on a un peu regardé le financement du foncier par du don. On s'est vite rendu compte que c'était chronophage en termes de temps et en termes de volume de dons, parce qu'un investissement immobilier dans les grandes villes, c'est tout de suite 2 à 4 millions d'euros. Hein. Et encore dans Paris, on est sur des volumes encore plus importants. Là, on va ouvrir à Paris en 2025, on est sur un investissement à 7 millions, enfin 6 millions 5. C'est des sommes astronomiques, donc par du don. On le fait une fois, mais on ne le fait pas 100 fois. Travailler avec des bailleurs sociaux était une autre option. Mais là aussi, c'était long, pas forcément adapté à notre ADN d'entrepreneur, mais c'est que surtout, c'est pas adapté. À chaque fois qu'on voyait un bailleur social, il nous expliquait que c'était mieux de faire des studios et des kitchenettes. On a fini par comprendre qu'en fait, un studio et kitchenette égale un logement social, alors qu'un co-living fratrie de 400 mètres carrés égale un seul logement social pour la commune. Donc, ce qui vous pousse à faire des petits espaces, mais qui n'étaient pas dans l'attente des gens en situation de handicap. C'est pas une critique parce qu'on peut contourner ça, mais c'est des montages très compliqués, donc on a encore du mal à comprendre. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir les acteurs de co-living ordinaires. On leur a dit, mais comment vous faites, quoi. Donc, Colonise, la Casa, pour sortir autant de maisons dans les grandes villes, etc. Donc, ils nous ont expliqué qu'ils travaillaient avec des investisseurs privés fonciers immobiliers, avec à qui servait une rentabilité que nous, on ne peut pas servir. Hein. Mais on s'est dit, on a fait le pari qu'il y aurait peut-être parmi ces investisseurs des investisseurs qui accepteraient qu'une poche une petite partie de leurs investissements, c'est des volumes énormes. Hein. Ce type d'investissement, il y a des lignes de milliards, hein. C'est des milliards en fait d'investissements dans l'immobilier chaque année. Et on s'est dit qu'il y a peut-être une poche pour les investissements fonciers à impact. Donc, on a des investisseurs fonciers solidaires qui portent nos maisons et qui acceptent qu'on leur verse un loyer qui n'est pas un loyer de marché, qui correspond à 2% pour eux de rentabilité, 2,5 par rapport à une rentabilité autour de 5,5-6% aujourd'hui pour un investisseur dans le co-living. Mais on y arrive parce que si on met bout à bout sur les 7 premières maisons, le volume total d'investissement, c'est quand même 20 millions. Qu'on a réussi à fédérer. Et aujourd'hui, on construit notre foncière, notre propre foncière, en fait, solidaire, pour essayer de faire rentrer des investisseurs directement dans la foncière et porter d'autres projets dans d'autres villes. Alors, voilà, ça reste un métier costaud à porter. En tout cas, c'est le modèle qu'on a retenu, en fait. Merci beaucoup Aurélien de ce témoignage et de ce partage. C'était très intéressant, voilà, de partir aussi de l'expérience de quelqu'un qui part des repères ordinaires pour construire avec les personnes un projet construit sur le partage. Je propose de passer au témoignage au retour d'expérience des colocataires de la résidence de la Fondation Anne de Gaulle. Donc ce soir, nous avons avec nous à distance Géraldine qui est colocataire à la résidence et nous dira quel est son rôle dans la vie partagée de la résidence. Je vous laisse la parole pour vous présenter. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis donc Corinne Giboux, coordinatrice de la résidence, en présence de Géraldine. Il n'y a pas très loin un autre habitant, Patrice, et puis Anne-Marie, et Mathéo, qui est stagiaire, éducateur spécialisé première année, à qui j'ai proposé de participer à ce temps de conférence. Et donc, les habitants ici ont préparé leur contribution, et donc c'est Géraldine qui va vous lire ce qu'ils ont préparé. Bonsoir. Les colocataires de la résidence Anne de Gaulle sont heureux de participer aux ateliers proposés par Nathalie et Corinne, comme toutes les séances autour du marché de Noël. L'année dernière, les objets fabriqués pour la vente de Noël l'ont été dès août 2003. La coordinatrice et la maîtresse de maison font aussi venir des intervenants qui font bénéficier les locataires de leur savoir-faire, art-thérapie, sophrologie,
Ces activités réconfortent le participant et renforcent l'image de soi. La cohabitation n'est cependant pas toujours facile, car il faut essayer de prendre en compte les goûts, les habitudes et les cultures de chacun. Cuisine, par exemple. Il est parfois et même souvent délicat de satisfaire tout le monde. Chaque locataire arrive au domicile avec des problèmes qui lui sont propres, comme les problèmes psychiques ou intellectuels, et l'un des défis est de passer outre le handicap de l'autre. Ajoutez à cela les caractères différents, les situations sociales différentes, travailleurs ou non, et l'on comprend l'ardeur de la tâche. Mais en s'adaptant à l'autre, la relation peut devenir épanouissante. La vie de la résidence permet de se sentir moins seul, de faire de belles rencontres, malgré les moments rock'n'roll. Il y a des hauts et des bas, mais les sentiments positifs dominés. Les salariés, à savoir la coordinatrice et la maîtresse de maison, sont bienveillantes et savent rappeler les règles quand il le faut. En tenant compte des différences de chacun, on arrive à ce que personne trouve sa place selon ses forces, ses faiblesses. L'habitat inclusif partagé peut développer l'autonomie et la confiance de soi. Des liens d'entraide peuvent se créer entre les locataires. Chaque colocataire dispose d'un confort matériel certain, Internet, lave-linge, lave-vaisselle. Au bout du compte, la colocation en habitat inclusif partagé s'avère être un enrichissement si tout le monde fait des efforts pour passer outre le handicap de l'autre. Nadine, pour ce témoignage. J'ai eu l'occasion de venir chez vous à plusieurs reprises et vous avez eu toujours un grand souci d'accueillir vos visiteurs comme chez vous. Et nous entendons dans votre témoignage combien ce chez vous, il se construit aussi avec les autres et comment la relation entre le chez soi et le avec est un art qui se cultive chaque jour. Vous l'avez dit, vous le témoignez encore ce soir. C'est vraiment une construction individuelle pour se retrouver soi-même dans un habitat durablement, parfois pour des durées plus ponctuelles, se retrouver chez soi et pouvoir rencontrer les autres. Si nous pourrons encore vous poser une question, Géraldine, est-ce que vous pourriez dire dans cet habitat que vous avez vraiment construit sur mesure, hein, c'est de la haute couture de relationnel avec chacun, qu'est-ce qui serait aujourd'hui encore à imaginer pour que cet habitat soit le vôtre et celui de vos colocataires? Vous avez le droit de demander de reposer la question. Oui. Madame Ménager? Oui. Vous pouviez me reposer la question, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Nous avons entendu votre témoignage qui dit avec beaucoup de clarté ce que vous avez pu trouver pour vous-même et l'effort aussi de la construction de vos relations chaque jour avec les autres. Un effort qui permet aussi l'épanouissement. Aujourd'hui, si vous deviez imaginer quelque chose d'autre pour votre habitat qui n'existe pas encore et sur lequel vous voudriez travailler avec nous tous, qu'est-ce que ça serait ce quelque chose d'autre? Peut-être des logements supplémentaires, des studios, une piscine. Pourquoi vous aimeriez un studio, par exemple, Géraldine? Pour gagner en autonomie, en fait, j'aimerais être en studio. Et les avantages et les inconvénients aussi de l'habitat partagé sont d'être avec d'autres.
Mais en fait, ce qui m'apporte beaucoup, c'est de vivre avec plusieurs colocataires. Et ben, ça donne la vie, en fait. Et excusez-moi, je suis un peu intimidée, en fait. Ouais, merci beaucoup, votre témoignage est très clair. Je trouve que ça est bien d'illustrer ce que nous observons quand nous allons à Sainte-Anne-d'Auray, hein. C'est vraiment ce travail que fait chacun avec l'aide de Corinne Giboud, de Nathalie Oui, Joanny-Philippe, qui sont oui, les deux professionnelles, l'une coordinatrice, l'autre maîtresse de maison, qui accompagnent la vie partagée. Et qui vous soutiennent également dans tout à fait. l'individualisation de vos accompagnements. Et nous entendons très bien dans votre témoignage, voilà, l'équilibre toujours à créer, à recréer entre le singulier, le collectif. Et ce que vous dites dans votre demande de studio, c'est que c'est important d'avoir une diversification des lieux, du chez-soi et du vivre ensemble pour continuer à travailler un parcours de vie qui évolue à chaque fois. Vous aviez peut-être pas cette demande il y a quelque temps et maintenant, voilà, cette demande a un sens pour vous. Oui, Merci pour ce témoignage. Je sais que ça a un peu décalé le temps justement du repas partagé, donc merci pour ceux qui ont attendu. Et vraiment, on est très, très touchés de votre présence, même à distance, pour cette conférence. Merci à bah, vous et à tous les colocataires. merci. Merci à Corinne et à Géraldine de leur témoignage et sur la difficulté et la richesse de cette vie en commun. J'aurais voulu savoir comment se passaient les interactions avec la commune de Sainte-Anne, avec ses habitants. Le foyer est situé en pleine commune, au cœur même du village de Sainte-Anne. Et moi, ce qui Mm. m'intéresserait aussi, c'est de savoir comment se passe leur vie au sein de Sainte-Anne. Est-ce qu'elles sortent régulièrement pour faire des courses, pour aller à la rencontre des habitants? Est-ce qu'elles participent à certaines activités culturelles, associatives ou sportives de la commune? Voilà, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, Corinne et Géraldine? Oui, bien sûr. Bah, on a été très bien accueillis par les commerçants de Sainte-Anne. Donc on va acheter, on va faire les courses. Et sinon, ben, je vais à la gym, la piscine. Je vais prendre un petit peu en soutien, enfin, je vais venir en soutien un petit peu à Géraldine. Donc, ça fera bientôt 5 ans, au mois d'octobre, que la résidence a ouvert à Sainte-Anne et tous les habitants ont leurs habitudes. Alors, qui au PMU, qui au salon de thé, qui à la boulangerie, qui à l'institut de beauté, à la pharmacie, enfin voilà, tous les services qui sont autour de la résidence. Chacun a effectivement la liberté d'aller et venir et d'aller faire ses courses, d'aller soit à la médiathèque. Il y a bien sûr la basilique de Sainte-Anne, donc ceux qui ont voilà, qui sont en recherche de spiritualité ou qui veulent vivre de leur foi ont aussi cette possibilité. Alors, le gros événement quand même, l'activité phare pour nous tous, ici à Sainte-Anne, c'est quoi depuis 3 ans maintenant? C'est le marché de Ah oui, le Noël. marché de Noël, oui. Le marché de Noël auquel nous participons depuis 2021 et qui effectivement, chacun, par des activités qui sont proposées, des activités de création, et qui sont vendues donc à mi-novembre, voilà, sur la commune de Sainte-Anne. La particularité en 2023, c'est que nous avons été invités par l'EHPAD L'Anéole, donc pour les personnes âgées, nous avons été invités à leur marché de Noël. Et puis, vous avez aussi les uns et les autres fait une autre proposition en interne, en lien avec les créations de Noël. Qu'est-ce que vous avez proposé? Est-ce que vous vous souvenez? Des cartes. Non, mais qu'est-ce qu'on a organisé ici, le 6 décembre? La vente privée. Ah oui. Oui, on a organisé une vente privée et
les commerçants de Sainte-Anne sont venus, en fait, ont répondu oui à cette vente privée. Et donc les commerçants sont venus, la pharmacienne, la Les restaurateurs. les restaurateurs de Sainte-Anne. En tout cas, les commerçants Ouais. ont été invités et ceux qui pouvaient se libérer sont venus. Voilà, donc effectivement, il y a cette interne-externe ou extérieur et intérieur d'échanges, de rencontres. Lors du marché de Noël aussi, vous disiez, Oui. Géraldine, vous avez rencontré des personnes que vous côtoyez à la gym. Tout à fait, oui. Voilà, et donc vous êtes reconnus, en tout cas, connus et reconnus les uns et les autres. Oui. Et il y a toujours de la bienveillance et ça, c'est important, en fait. Ouais. Je vous propose d'ouvrir les questions-réponses pour nos auditeurs, pour nos différents conférenciers. Valérie Legros, je peux prendre la parole? Oui, Oui, bien sûr, madame. Merci. Donc, je suis présidente d'une petite association qui donc a vu le jour en septembre dernier, dont l'objectif est de créer un habitat inclusif pour 3 personnes atteintes de handicap intellectuel et 3 personnes âgées. Nous avons fait une demande de rescrit fiscal auprès de la direction des impôts régionale et la direction des impôts est un peu suspicieuse, donc parce que, enfin, pensant que ça s'adresse à un cercle restreint de personnes. Or, pour obtenir du mécénat, pour avoir accès au mécénat, on a besoin d'avoir leur aval et on a un peu peur qu'il y ait un refus à ce niveau-là pour pouvoir donner des reçus fiscaux. Est-ce que vous avez des conseils? Moi, je veux bien répondre si vous voulez sur ce sujet. Alors déjà, il faut éviter de demander un rescrit fiscal. Parce qu'un rescrit fiscal, déjà, ça n'a une valeur qu'à l'instant T, au moment où il vous le donne. C'est un avis. C'est-à-dire que, voilà, donc il faut un peu se méfier de ça. C'est vrai qu'il y a des avocats qui le conseillent, mais c'est à vous de définir si vous êtes d'intérêt général ou pas, éligible au mécénat. Avec un avocat, il va tout de suite vous rassurer, et à mon avis, il n'y aura pas de raison. Et vous ferez des statuts qui collent et il vous dira les petites choses à éviter pour éviter de se faire requalifier. Mais évitons les rescrits fiscaux, ça, c'est important. Bon, maintenant que vous êtes embarqué, c'est un peu gênant. Mais il y a des solutions de repli. Bon, si vous aviez un avis négatif, vous pouvez faire un recours, mais je crois qu'on peut en faire que 2 parce que c'est toujours un peu compliqué. Bon, après, les autres solutions, moi, c'est ce que j'avais fait sur l'association Diadème, enfin, dont on a parlé au tout début sur Dinard, quand j'avais le premier habitat inclusif. C'est que j'avais bien vu que c'était compliqué parfois, et je me suis abrité sous la Fondation pour le logement social. En fait, j'ai créé une fondation abritée chez eux, et en fait, la fondation redescendait dans l'assaut les dons. Ça avait l'avantage d'être couvert par une fondation d'intérêt général. C'est eux qui géraient les reçus fiscaux, toutes les tracasseries administratives qu'il peut y avoir aussi quand on délivre des reçus fiscaux, ce qu'il faut déclarer, etc. Donc ça peut être une solution, c'est que vous rapprochez d'une fondation, vous leur dites, voilà, moi j'ai un projet, j'ai une association, est-ce que vous pouvez pour moi porter la délivrance des reçus fiscaux, enfin m'aider à collecter, enfin nous aider dans ce projet. Comme ça vous enlève aussi un sujet, parce qu'il y en a tellement quand on monte ce type de projet. Eux, ils savent faire et ils savent vous dire si vous êtes dans les clous ou pas. Et voilà, donc moi, c'est plutôt la recommandation que je vous ferai. Mais... Merci. ça peut être la Fondation ça peut être la Fondation de Gaulle, par exemple, qui pense qu'elle peut créer des causes. Il y a une question du coup qui a été posée sur la conversation qui est d'Alban. Et savez-vous si la chambre chez l'habitant de personnes porteuses de handicap existe déjà? Et si cela permettait à des couples de familles de vivre aussi sous une forme de colocation, qu'en pensez-vous? Donc là, je pense que c'est plutôt pour vous, monsieur l'ermite, que ça se... Je ne crois pas que ça existe. Par contre, ça fait partie des idées qu'on a aussi. En fait, c'est ce que j'appelle... ça, c'est une solution de logement qui est ordinaire, hein, donc c'est tout à fait possible. Ce serait génial, en fait.
en fait, que ça puisse, en fait, voilà, que ça puisse se faire. Mais voilà, pour que vous voyez, pour que ce couple, ils se disent, ce couple ou même des, je sais pas, des étudiants qui se mettent en coloc et ils se disent, moi, j'ouvre une chambre à une personne handicapée, je cherche. Il faut il faut que toute notre organisation, même médico-sociale, elle soit pensée pour ça. C'est-à-dire que ce couple qui va accueillir une personne en situation de handicap, si vous voulez qu'il le fasse de façon pérenne et sereine, il faut que la personne handicapée soit accompagnée un petit peu, qu'elle trouve une auxiliaire de vie, je sais pas si elle a besoin de soins, que des personnes qui vont gérer les soins vont passer. Et ça suppose quand même de repenser un peu notre modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout cet accompagnement, ils sont dans les grosses organisations médico-sociales, pour qui c'est pas forcément simple, voilà, de se déporter. C'est pas facile de recruter des auxiliaires de vie aujourd'hui, quand on n'est pas des professionnels, et quand on les prend en direct pour certains types de handicap. Donc il y a pas mal de choses à repenser, mais en tout cas, moi je pense que ce serait super, enfin, que ça soit possible demain. Et peut-être que Aurélien, peut-être que ça peut faire réagir Denis Pifto aussi, cette question. Oui, non, je m'apprêtais à dire quelque chose d'assez semblable. C'est-à-dire, je pense que si on veut que se développent des choses, j'allais dire un peu d'extraordinaire dans l'ordinaire, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Une vie avec, en situation de handicap, dans des environnements ordinaires, ça appelle des interventions spécialisées, pas simplement de l'aide tel qu'un service d'aide à domicile, un SAD peut l'apporter. Aurélien Lermite le disait tout à l'heure, quand on est dans un co-living avec des personnes handicapées, les repas, ça ne se prépare pas exactement de la façon dont ça se préparerait s'il n'y avait que des jeunes actifs non handicapés dans le co-living. Les conflits, pas de conflits, mais voilà, les petits frottements qu'il faut réguler, on ne les régule pas exactement de la même façon non plus. Bon, donc il y a quand même un savoir-faire pour mettre de l'extraordinaire dans l'ordinaire, alors que dans l'établissement médico-social, c'est l'inverse. On est dans l'extraordinaire en permanence et on essaye de faire en sorte que la vie se passe de la façon la plus ordinaire possible. Là, on est dans l'ordinaire, dans la vie de tous les jours, avec un brassage qu'on veut comme il se ferait dans la vie ordinaire, mais il y a la nécessité d'un savoir-faire, d'une expertise, d'une compétence à mobiliser pour que les choses se passent bien avec des personnes qui ont des déficiences et qui, du coup, interagissent différemment. Et ça, c'est un savoir-faire propre à un champ qui est le champ médico-social. Et du coup, c'est ce que disait Aurélien Lermite à l'instant est tout à fait exact. C'est-à-dire que ça incite, ça doit inviter les structures médico-sociales à se porter en capacité d'appui dans des environnements de ce type-là. Et cet appui, c'est pas simplement se projeter comme un service, c'est aussi pouvoir être en expertise d'analyse des situations. Ça peut vouloir dire aussi, développer soi-même des dispositifs de ce type ou simplement être en soutien et en conseil. Ça peut être, c'était au fond la question de Mme Legros tout à l'heure, dans des phases d'ingénierie, de montage ou dans des phases de captation de fonds. C'est deux choses complémentaires et différentes, mais être un réceptacle, un appui, voilà, une structure de référence qui peut venir soutenir. Bon, voilà. Il y a beaucoup à faire quand on est un spécialiste du champ médico-social pour intervenir, soit dans des projets qu'on monte soi-même, soit dans des collaborations, des coopérations, des appuis à apporter à d'autres entrepreneurs sociaux. En illustration du champ des possibles pour le médico-social qui se réinvente dans la réponse à ces habitats qui se recomposent. Une des solutions que nous testons actuellement à la Fondation Anne de Gaulle, c'est la création de ce que nous avons appelé notre cœur, qui est l'acronyme du Centre ouvert d'expertise d'usage et de ressources, et qui est un lieu, je dirais, de l'export, le mot est mal choisi, il est vilain, mais de l'export de l'expertise et de l'intervention médico-sociale dans des lieux de vie ordinaires, hein, c'est le A des Verts, là où il y a des besoins de soutien des personnes elles-mêmes et des accompagnants
ordinaires qui ne sont pas nécessairement des spécialistes du handicap, qui n'ont pas vocation à l'être, qui n'ont pas forcément rencontré des situations de handicap dans leur existence, mais qui soit se trouvent de fait en situation de cohabitation et d'accompagnement, soit qui ont vraiment ce projet, voilà, effectivement, d'être une famille d'accueil, un colocataire d'une personne en situation de handicap et qui effectivement vont avoir besoin de ressources et d'appui pour la personne elle-même et pour eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment toute l'organisation médico-sociale qui doit repenser ses modes d'intervention, ces lieux d'intervention et ce mode d'agir, hein, cet appui ressources qui peut aller d'un soutien en urgence jusqu'à vraiment un appui qui permet de faire monter en compétences pour être un habitant accompagnant, un citoyen accompagnant, pas dire spécialiste du handicap, mais en tout cas d'avoir les réflexes et toujours l'appui en seconde ligne d'une structure médico-sociale pouvant relayer de manière plus accompagnante et plus intense en cas de besoin. En tout cas, c'est comme ça que ce dialogue peut se faire en complémentarité entre le médico-social et l'habitat happy, hein, qui ne sont pas du tout exclusifs l'un de l'autre, mais qui au contraire, dont les modes d'intervention rétroagissent l'un sur l'autre, c'est-à-dire qu'ils se métamorphosent ensemble. C'est-à-dire que l'habitat ordinaire, l'habitat inclusif, permet au médico-social de se métamorphoser et le médico-social permet à l'habitat ordinaire d'accompagner sans être un spécialiste. Aurélien, je voulais, excusez-moi, j'ai peut-être mal entendu les propos que vous avez développés tout à l'heure, mais justement, on évoquait, Denis et Clarisse évoquaient à l'instant le support en expertise et l'éventuelle coordination des aides et des soins que peuvent nécessiter ces personnes en situation de handicap vivant en milieu ordinaire, comme dans vos co-living. Dans vos maisons actuellement, j'ai bien compris que vous aviez fait le pari de cette égalité de traitement, c'est-à-dire les jeunes actifs et les jeunes en situation de handicap sont traités de la même manière, vivent d'égal à égal, et je pense qu'effectivement, vous avez très bien évoqué le pouvoir d'agir que ça peut générer en termes de dignité, de confiance en soi. Mais j'imagine que certains de ces jeunes en situation de handicap ont besoin néanmoins d'un accompagnement, peut-être de soins, d'un accompagnement éducatif. Qu'est-ce qui coordonne toutes ces aides aujourd'hui au sein de vos maisons de co-living? C'est vrai que j'ai pas évoqué ce point-là. À chaque fois, dans nos maisons, on a un animateur de la vie sociale et partagée, en fait, qui coordonne la vie partagée, le vivre ensemble dans la maison, à 90% de son temps, qui est aussi le D'accord. job coach de chacun des jeunes. Et ensuite, chaque jeune utilise ses droits à compensation, donc en fait, majoritairement sa PCH, pour avoir recours à des aides individuelles, donc tout ce sur quoi il a besoin d'être accompagné au quotidien, préparation des repas, etc. Pour le moment, ils ont fait le choix de mettre en commun une grande partie de ces aides et ils font appel, alors on les accompagne là-dedans, hein, mais ils font appel à des SAD, à un SAD extérieur, hein, donc, qui n'est pas Fratrie. Ce qui permet de mettre en commun les aides, d'avoir des auxiliaires de vie communes. C'est quand même plus simple, hein, pour les fidéliser, pour les recruter dans un marché tendu d'auxiliaires de vie. Et c'est elle qui gère l'accompagnement au quotidien. La coordination de cet accompagnement, c'est un vrai sujet. Elle est censée être portée par le SAD, hein, le service d'aide à domicile, elle est censée avoir les moyens pour le faire. C'est pas si évident que ça pour les SAD. Et alors nous, on a beaucoup travaillé le sujet des équipes autonomes. Et donc, ce qu'on fait avec le SAD, hein, c'est qu'on fait en sorte de beaucoup apporter d'outils et de relais aussi aux auxiliaires de vie. Donc, on aide le SAD là-dessus à avoir des relais des conseils en diététique, en psychologue, pour qu'ils puissent bien orienter les jeunes, qu'ils puissent bien relire leurs pratiques et fonctionner de façon assez autonome. Tout ça en bonne interaction avec le coordinateur de la vie sociale et partagée, qui, comme il n'est pas leur hiérarchie, qui n'est pas non plus de la même structure que les auxiliaires de vie, ben c'est assez vertueux parce que ça permet qu'on soit vraiment sur un fonctionnement
horizontale, donc dans une logique voilà, très, très autonome, très responsabilisante pour les auxiliaires de vie. Ça fonctionne plutôt pas mal. Mais je complète quand même. Mais ça fonctionne, mais c'est quand même beaucoup d'énergie. Et je pense qu'il y a quand même un sujet de coordination des parcours. Enfin, je le vois bien dans les stades. Déjà, ils galèrent à recruter des auxiliaires de vie, mais alors en plus, à coordonner, il manque de moyens. Je ne sais pas si monsieur Pifto veut réagir. Oui, sans vouloir rentrer du tout dans trop de techniques ici, parce que je pense qu'il faut pouvoir répondre aussi à des questions plus générales sur l'habitat inclusif, mais je pense qu'on n'est pas... Enfin, on n'est pas au bout de la réflexion sur la façon dont on doit articuler la compétence médico-sociale et le fait d'habiter de manière ordinaire. Voilà. Et parce que j'ai beaucoup de mal avec l'idée habitat inclusif, c'est-à-dire que ça donne trop l'impression que on va planter des machins qui ne seront ni des femmes ni et on va inventer un nouvel environnement qu'on va estampiller. Non, il s'agit de changer de logique. Je crois que Aurélien Lhermitte l'expliquait très bien. Il s'agit de rentrer le plus possible dans l'expression ordinaire de besoins ordinaires, de logement, de vie à plusieurs, telle qu'elle peut être ressentie par n'importe qui. Simplement, être en capacité de faire monter en compétences et en puissance d'accueil diversifiée des lieux qui auraient pu sinon simplement se contenter de rassembler, dans le cas qu'il cite, de jeunes actifs, de jeunes pros, dans d'autres structures auxquelles je pense, voilà, qui n'auraient pas accompagné ces moments de vie ordinaire du savoir-faire, de la touche particulière, qui est une des façons que peut avoir le champ médico-social, des services d'aide à la personne, s'ils savent développer suffisamment de pouvoir d'agir et d'autonomie de leurs propres salariés, parce que ça oblige, lorsqu'on est simplement service d'aide à la personne, à donner beaucoup plus d'autonomie et de capacité d'interaction autonome, de décision autonome aux différents intervenants, et qui ne peuvent pas intervenir dans des environnements aussi libres, avec des plannings, des heures de passage. Et voilà, on voit bien que ça oblige un service d'aide à la personne à se structurer très différemment, à penser son propre management interne de façon très différente. Alors, je sais que pour Fratri, vous pouvez vous adresser à des services d'aide à la personne qui ont déjà fait cette mue interne de toute façon, hein, même en dehors de l'intervention en habitat partagé. Mais voilà, ils sont pas nombreux sur la place, hein. Donc, ça suppose de la part du champ médico-social, qu'il s'agisse des services ou des établissements, qui peuvent aussi, dans certains cas, être des plateformes d'appui ou des lieux ressources pour des moments du parcours de vie qui seront un peu plus compliqués. Ça oblige le champ médico-social à se penser au service d'eux. Mais Clarisse Ménager le disait très bien. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le modèle économique, alors pour les services d'aide à la personne, ça va encore que quelquefois, il y a des fonctions de supervision, de coordination qui sont mal financées. Alors, elles commencent à l'être un tout petit peu, mais elles sont en général sous-financées. On est très tourné vers le geste, l'acte, l'heure, la durée du soin. Pour les établissements, c'est pareil. Leur capacité à se projeter et à offrir un service plutôt que d'être simplement l'objectif en soi de l'accompagnement des personnes, elle n'est pas, c'est pas rentré dans les modèles économiques du financement. Donc, d'où l'intérêt d'ailleurs, quand on a une certaine surface, de pouvoir pour l'instant prendre ça dans le cadre d'un contrat pluriannuel objectif et de moyens, dont on négocie les marges de manière suffisante avec les tutelles. Donc on est encore un peu du côté du champ médico-social dans le bricolage, hein, si on veut vraiment pouvoir soutenir efficacement des projets de ce type. Ça fait partie vraiment des sujets. D'où l'intérêt aussi, là je plaide un peu avec ma casquette d'administrateur de la Fondation Anne de Gaulle, l'intérêt d'avoir, même si c'est marginal, même si c'est c'est pas le cœur de notre activité, d'être capable de développer aussi des projets de ce type. Parce que c'est comme ça que, sans limiter, tout en restant très attentif et ouvert à la capacité qu'on aurait d'être en appui d'autres projets,
et ça sera, je pense, c'est un des sujets du village Agora à Montigny-le-Bretonneux, mais le fait d'avoir une expérience en interne, en quelque sorte, est, je crois, un élément d'apprentissage tout à fait utile, tout à fait nécessaire. Une forme d'investissement dans une capacité à développer des savoir-faire nouveaux. Je vais laisser notre président Jean Vendroux conclure cette conférence. Merci Clarisse. Écoutez, merci à tous, à tous les participants, et un immense merci à Denis et Aurélien pour leur témoignage d'expertise et de terrain. C'était très intéressant et très rafraîchissant. On se rend compte à la fois de tous les freins, toutes les réticences, les idées reçues qui sont encore très, très prégnantes aussi bien du côté de nos tutelles que même encore dans la population générale, dans un pays comme le nôtre. Mais ces expériences de terrain telles que Aurélien nous les en a témoigné sont très, très encourageantes, parce que moi, je suis tout à fait convaincu du caractère extrêmement vertueux de ce type de démarche qui place sur un pied d'égalité les personnes en situation de handicap avec leur environnement, et qui met à bas toutes les barrières plus ou moins virtuelles et fictives qui existent encore dans les têtes et dans les mentalités aujourd'hui. Et vraiment, je vous félicite pour ce type d'initiative. Il faut vraiment qu'on se batte pour mettre à bas l'idée que les personnes en situation de handicap sont des personnes spéciales qui doivent être prises en charge dans des établissements spéciaux avec des personnes spécialisées pour s'en occuper. Je crois que c'est un défi immense, mais ce type d'initiative doit nous faire croire que c'est possible de changer les mentalités et d'avancer dans cette voie. En tout cas, un très grand merci à vous deux. Merci Clarisse d'avoir organisé cette soirée, et merci à l'ensemble des participants, et en particulier à Corinne Gibou, et aux habitants de Sainte-Anne d'avoir été également des témoins de ce qu'ils vivent au quotidien. Merci à tous et très bonne soirée.